Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce nouvel événement en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler d'implication citoyenne pour construire le monde d'après. Mais avant ça, je tiens à vous présenter la base. Alors, la base, ça a été créé en mars 2019, il y a plus d'un an, avec pour objectif d'accélérer la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. La base, c'est une communauté d'une dizaine d'organisations et de milliers de personnes. C'est aussi un bâtiment de 700 mètres carrés situé au 31 rue Bichat dans le 10e arrondissement de Paris. Alors aux étages de ce lieu, il y a des bureaux, des salles de réunion, un espace de coworking et de stockage. Euh, Au rez-de-chaussée du bâtiment, nous avons un bar associatif qui est ouvert au public et qui accueille plusieurs fois par semaine des conférences, des tables rondes, des projections de films, des formations, des pièces de théâtre, etc. Ce bar est d'ailleurs la source principale de revenus du lieu. Donc, comme vous vous en doutez, le bar en ce moment, il est fermé à cause de la crise sanitaire. Et donc, a priori, s'il n'y a plus d'événements à la base, il n'y a plus de revenus. Sauf que la base, ce n'est pas qu'un lieu, c'est aussi une communauté qui continue à se mobiliser malgré la distance. Donc, après une courte période d'adaptation, on vous propose dorénavant des événements en ligne pour se former et échanger sur la situation actuelle, le climat et la justice sociale. On est persuadé que c'est en se préparant et en agissant ensemble dès maintenant que l'on pourra changer le système. Dès la fin du confinement, on vous appellera à venir à la base pour devenir bénévole ou rejoindre une organisation et continuer à suivre des événements. Donc, en tant que porte d'entrée vers l'engagement et soutien logistique à des dizaines d'organisations, la base a un rôle important dans l'émergence du monde d'après. Aujourd'hui, pour soutenir la base dans cette période difficile et surtout pour nous permettre de continuer d'agir, on vous invite à faire un don sur le site www.labase.paris/don. Donc, merci d'avance pour votre participation, sans laquelle tout cela ne serait pas possible. Et maintenant, je vais laisser la parole à Eva Charon, qui fait également partie de la base et qui va nous présenter le sujet d'aujourd'hui. Oui, bonsoir à tous. Merci d'être là pour cet événement donc en lien avec construire le monde d'après et l'implication citoyenne qu'on peut y mettre. On vous a posé une question en ligne via un sondage. N'hésitez pas à y répondre. C'est déjà pour avoir votre avis sur le sujet et vous pouvez encore y répondre pendant les 10 prochaines minutes. Fin mars, il y a 18 organisations syndicales, associatives et environnementales qui ont signé une tribune qui s'appelle Plus jamais ça, dont je vais citer un extrait. Lorsque la fin de la pandémie le permettra, nous donnons rendez-vous pour réinvestir les lieux publics et construire un autre jour d'après. Nous en appelons à toutes les forces progressistes et humanistes et plus largement à toute la société pour reconstruire ensemble un futur écologique, féministe et social en rupture avec les politiques menées jusque-là et le désordre néolibéral. Donc cette tribune, c'était une des premières à investir cette fameuse expression qui est le jour d'après, que là on a étendu plus largement au monde d'après. Et il y en a d'autres qui sont sorties depuis, et à chaque fois elles montrent bien qu'il semble avoir un accord sur une vision assez large de ce que doit être ce jour d'après, ce monde d'après, au niveau du contenu. Et on voit bien qu'il ne s'agit plus de penser en silo et vraiment d'inclure tous les sujets de société. On ne parle pas seulement d'économie d'un côté puis de climat de l'autre, mais bien d'économie, de climat, justice sociale ou encore d'égalité des droits. Dans cet extrait, on voit aussi qu'il y a un consensus sur le fait qu'il faut que toutes les forces actives et l'ensemble de la société soient impliquées pour le construire. Mais concrètement, comment on fait pour mettre en branle toute cette reconstruction commune dès maintenant? Et plus important encore, comment on fait pour que ce soit concrètement mis en place, en fait, et pas uniquement des paroles en l'air comme on a pu l'entendre souvent. Par exemple, est-ce qu'il nous faut un nouveau grand débat pour que tout le monde puisse s'exprimer? Qui est-ce qui le mène? Et est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce qu'il faut une mobilisation citoyenne de masse? Est-ce que c'est des marches? Est-ce que c'est des actions de désobéissance civile? Et globalement, en gros, est-ce que le problème, c'est que les citoyennes et les citoyens ne sont pas assez sollicités et écoutés sur ces questions, ou qu'ils ne sont pas déjà assez mobilisés pour agir collectivement dans le même sens? Cette question, c'est celle qui évidemment se posent les organisations signataires de cette tribune et des autres qu'on a pu voir sortir, mais plus généralement les acteurs de la société civile, mais aussi ce que se demandent les citoyens et citoyennes qui sont conscients désormais du dysfonctionnement de nos sociétés
et qui, évidemment, aujourd'hui plus que jamais, s'informent et cultivent leur esprit critique sur ça. Et donc, nous, là, la base pour aider chacune et chacun à trouver sa place dans ce moment de construction commune, on a le plaisir de recevoir 3 invités qui représentent des organisations très impliquées sur le sujet. Je vous présente d'abord Elliot Lepers, donc, qui est directeur exécutif de l'ONG Le Mouvement. Et Le Mouvement, c'est un rassemblement, ça rassemble plus de 130 000 membres autour de campagnes de mobilisation massive pour défendre le bien commun, faire pression sur les décideurs et gagner des batailles dans la loi et l'opinion, donc principalement en ligne. On accueille aussi Raquel Diaz-Gonzalez, porte-parole d'Alternativa et d'ANV COP21. Donc Alternativa, ça réunit des milliers de citoyens et de citoyennes engagés face à l'urgence climatique dans la promotion et la mise en place d'alternatives concrètes. Et avec les militants et les militantes d'Action non violente COP21, donc ANV COP21, ils résistent de façon non violente aux dérives des multinationales et dénoncent l'inaction coupable des politiques. Et enfin, on a aussi avec nous Mathilde Imer, donc qui est coprésidente de Démocratie Ouverte et membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Et Démocratie Ouverte, donc c'est une organisation qui œuvre à la transformation démocratique de nos institutions et de nos organisations afin de relever les défis structurants du XXIe siècle, et comme celui-ci. Donc après vous avoir présenté avec qui on allait débattre, je vous repose la question qui a été posée en tout début, afin que vous puissiez toujours y répondre. Et donc la question en sondage, c'est: est-il urgent de se mettre d'accord sur les objectifs ou de se mobiliser sur des solutions déjà connues? Donc n'hésitez pas encore à y répondre. Vous avez encore quelques minutes. Et pendant tout le débat, on va évidemment suivre les commentaires que vous allez mettre, vous demander votre avis sur la question. Donc n'hésitez pas à écrire vos réactions et les autres idées qui peuvent vous venir sur ce sujet. Donc on y va, on commence. Et la première question que je voulais vous poser à tous les trois, du coup on parle du monde d'après, jour d'après, monde d'après, mais concrètement c'est quoi le monde d'après, et surtout c'est quand le monde d'après? Parce que par exemple dans l'extrait de la tribune que j'ai cité, il y avait le délai temporel en disant quand la fin de la pandémie nous le permettra. On voit bien que cette fin, elle n'est pas forcément très claire. Voilà, sur chacun dans vos organisations et chacune, si vous pouvez nous dire ça. Et si tu veux bien commencer, Raquel. Oui, bonsoir. Donc, tout le monde m'entend bien? Oui? Très bien. Donc, merci beaucoup tout d'abord pour l'organisation de cette table ronde et pour répondre à la question de quand est-ce que c'est le moment, pourquoi le monde après. Et le monde après, je pense que ça fait consensus. Le monde après, c'est maintenant qu'il faut commencer commencer à le construire et tout simplement à le mettre en place. Je sais pas les temps que j'ai, donc je vais essayer d'être un peu brève sur la question, mais en fait cette crise, si elle a été un vrai choc pour la population, elle a vraiment montré la fragilité de nos sociétés quand il s'agit de faire face à une crise de ce calibre-là. Or, on sait que elle a montré aussi la capacité des citoyennes et des citoyens à agir directement, à mettre en place des réseaux très forts de solidarité et d'inventer de nouveaux modes d'action pour se réapproprier la prise en main des solutions, tout simplement. Et elle a aussi prouvé également que un État, quand il veut, il peut transformer le fonctionnement d'une société de manière rapide et radicale. Donc, bien entendu, il ne faut pas négliger l'ampleur de cette crise, mais pour nous, on a là maintenant tous les clés en main pour commencer à préparer à l'après et pour commencer à construire une meilleure société qui soit plus juste, plus résiliente, surtout aux crises qui vont venir. Merci beaucoup Raquel. Elliot, est-ce que tu veux bien nous dire du coup quand c'est le monde d'après et en quoi ça consiste exactement? Je précise aussi un peu ma question pour aider. L'idée c'est de se dire ok, en fait on met en place le monde d'après, évidemment à partir de quand? À partir de quand aussi on aura l'impression d'être dedans, dans ce monde d'après? Est-ce que c'est juste là au moment du déconfinement, le 11 mai? Est-ce qu'on sera déjà dans le monde d'après et du coup est-ce qu'on aura le temps de le mettre en place? Est-ce que ça sera dans un an le monde d'après? Est-ce que ça sera pour le prochain gouvernement?
Voilà, et concrètement, qu'est-ce qu'on y met derrière? Merci beaucoup pour l'invitation ce soir. Je pense qu'en fait, ce qui est très particulier à vivre, c'est qu'on est en train de vivre des mondes d'après qui se superposent. Et que le monde qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est un monde que nous, les militantes et les militants, on raconte depuis des mois ou des années, qu'on lit, qu'on essaye d'expliquer, qui guide notre action et qui est aussi un horizon qu'on voulait éviter. Et on se retrouve plongé dedans. Et en même temps, il y a aussi ce que ça va permettre en soi. Est-ce que ça va pas être j'aime pas tellement ce mot, mais une opportunité pour réaliser finalement un choc indispensable, nécessaire pour qu'on mette en place les changements qu'on n'arrivait pas à mettre en place autrement. Donc en fait, il y a plein de mondes d'après qui se superposent. Il y a aussi un rapport au monde d'avant. Et on sait aussi qu'on est en train de réaliser qu'il y a plein de choses auxquelles on était attachés qui ne seront plus forcément possibles. Et avec il y a un article intéressant de France Culture sur le sujet qui compare notamment le fait que peut-être pour des militantes et des militants, on arrive à se projeter dans l'idée que ce sera un monde de mieux, mais qu'en même temps, le monde qui est en train d'être mis entre parenthèses par cette crise et avec le changement de comportement massif, c'est aussi un monde auquel plein de gens étaient attachés et et ça génère une forme de nostalgie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on est dans une pause parce qu'on est bloqué chez nous, on peut plus mener notre activité, on est dans une attente très infantilisante de la part de décisions du gouvernement qui nous bloquent complètement. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un avant et un après cette crise. Et donc, il va y avoir là une série de répercussions de ces crises. Il va y avoir des effets de rebond extrêmement durs qu'on vit déjà dans le monde entier et en France également. L'enjeu, c'est ce qu'on arrive à ce que ce moment soit un moment de bascule pour qu'on arrive à créer des conditions de vie qui soient dignes et ce qu'on arrive à amortir la chute qui est en train de faire déjà extrêmement mal. Merci Elliot. Est-ce que Mathilde, tu peux nous dire la vision du monde d'après et quand ça se situe pour notamment démocratie ouverte? Bonsoir à tous. Je rejoins vraiment beaucoup ce qu'on dit Raquel et Elliot. Je pense que le monde d'après, c'est un monde plus résilient qui est capable justement d'encaisser les chocs du type de celui qu'on est en train de vivre, mais des chocs aussi beaucoup plus violents demain. Quand on écoute ce que disent les scientifiques du monde entier sur la question climatique, pour prendre que celle-là, il y a aussi la question de l'effondrement de la biodiversité. C'est malheureusement qu'une répétition de quelque chose de plus grave qu'on va avoir demain. Donc c'est comment est-ce qu'on construit une société résiliente. Donc pour moi, le monde d'après, c'est un monde résilient. Et je suis d'accord avec ce que disait Raquel, ça se joue maintenant et ça se joue maintenant, y compris pendant le confinement. C'est-à-dire pendant qu'on est un peu sidéré, choqué, c'est aussi maintenant qu'il faut réagir. Et j'aime bien ce que disait Elliot, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un truc un peu infantilisant de la part du gouvernement qui prend des décisions seul. On le voit sur les fameux plans de sauvetage. On a tous été choqués par la décision sur les 20 milliards où on met de l'argent en masse. C'est pas 20 000 euros, c'est pas 20 millions d'euros. On parle de 20 milliards. C'est déjà hyper conséquent. On sait qu'il y a encore des centaines et des centaines de milliards d'euros qui vont couler à flot. C'est nos impôts, au passage. Et que cet argent aille vers des industries comme l'aviation ou la mobilité comme Renault qui ont un cœur business qui pollue sans aucune condition sérieuse, faut dire que ça va pas et il faut se mobiliser, je pense, dès maintenant. Donc, et moi, je vois un gros risque, c'est que, j'ai envie de dire, nous, militants, on voit bien qu'il y a un monde très différent qui peut se construire, mais j'ai une alerte, c'est que en 2008, beaucoup de gens croyaient que ça allait être complètement différent après. Regardez le monde dans lequel on est, c'est exactement le même qu'avant 2008, avec plus d'égalité, plus de pollution et moins de services publics. Services publics dont on crève aujourd'hui. Donc, je crois vraiment que c'est une bataille et que il y a deux options à la fin, c'est la relance d'un monde d'avant ou la transformation vers un monde d'après. Et j'espère qu'on gagnera cette bataille. Merci Mathilde. En effet, vous avez tous les trois évoqué que du coup, il y a un monde d'après sur lequel on a une image partagée qui peut être en effet plus résilient, mais que si on veut que ce monde d'après existe, il faut se mobiliser maintenant. Donc j'ai une question d'abord pour toi, Elliot. Justement, si on veut pas qu'en fait le monde au sortir par exemple du confinement ou de la crise, ça soit un monde pire qu'avant, pour pouvoir aller vers un monde d'après mieux qu'avant, il faut qu'on sauvegarde déjà les acquis qu'on a et ça n'empire pas déjà au niveau de notre situation. Et sur ça, vous en avez cité quelques-uns, mais que ça soit
les 20 milliards, que ça soit les violences qui augmentent dans des opportunités, les violences policières par exemple qui augmentent dans certains quartiers à l'opportunité de cette crise, ou des applications de surveillance qui se développent, de la baisse des droits des travailleurs et tout ce qu'on peut voir du coup, notamment pour renflouer les caisses, évidemment avec la dette. Comment est-ce qu'on fait pour, en tout cas, commencer déjà avant de construire le monde d'après, en tout cas ne pas détruire déjà ce qui était une base du monde d'avant et ne pas aller vers pire dès maintenant. Effectivement, on a vu ces dernières semaines à quel point énormément d'éléments qui n'étaient plus en débat dans la société sont tout d'un coup été mis sur la table sur la question du droit du travail qui a été en quelques jours détricoté pour permettre effectivement une forme de modularité sur la question de la finance, sur la question des aides aux entreprises, sur la question de la surveillance, etc. La politique et prendre des choix politiques, prendre des décisions, c'est avant tout une question d'acceptabilité. C'est qu'est-ce que la société est prête à accepter comme évolution. Et parfois, il y a des décisions difficiles à prendre qui, effectivement, chamboulent l'opinion. Et il y a un courage politique qui permet d'avancer. Et le reste du temps, eh bien, on a un courage politique qui pense que le coût politique de mesures fortes est trop important. Et le risque, c'est ces moments de choc parce que ça crée, c'est la théorie du choc. Ça crée une sidération dans la société qui fait qu'on est tout d'un coup la balance n'est plus équilibrée dans ce qu'on est prêt à accepter parce que quelque chose de beaucoup plus grave est en danger. Notre sécurité est en danger. Notre futur proche est en danger et donc on est prêt à accepter des ruptures qui auraient été absolument impossibles quelques semaines auparavant. On est en plein dedans. On accepte d'être bloqué chez nous toute la journée sans qu'il y ait eu de débat à ce sujet. On est assigné à résidence. C'est quand même quelque chose, si on nous avait dit avant la menace, il y a encore quelques semaines, si on nous avait dit que c'était le cas, on aurait crié au scandale. Aujourd'hui, on propose de mettre en place une application qui va enregistrer toutes les interactions sociales qu'on a, les garder en mémoire dans une grande base de données, et puis si jamais une des personnes qu'on a croisées est diagnostiquée positive au Covid, eh bien on aura une notification pour retourner se confiner. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant parce que un glissement politique n'augure jamais d'un statu quo. C'est qu'on revient jamais là où on en était. Et l'histoire nous montre, effectivement, avec 2008, sur les questions de rigueur économique dans toute l'Europe, avec les plans d'austérité qu'on suivi et qu'on créé de la pauvreté et créé des millions de morts, des millions de pauvres et des milliers de morts dans toute l'Europe. Ça, c'est quelque chose de très concret et qui est devant nous aujourd'hui avec la politique européenne si on n'agit pas. Et puis derrière la question, un exemple plus récent, c'est 2015 par exemple avec les attentats et comment l'état d'urgence a été mis en place parce qu'effectivement après les attentats c'était nécessaire de mettre en place un état d'urgence peut-être et puis quelques mois après l'état d'urgence est entré dans le droit commun et donc la plupart des dispositions de l'état d'urgence qui notamment aujourd'hui peuvent entamer notre capacité en tant que militants à agir parce que eh bien les assignations à résidence sont plus faciles à émettre grâce à ces dispositions. Donc il faut effectivement qu'on soit extrêmement attentif à ça parce que de toute manière, tout ce qui a été fait de manière temporaire ne sera pas uniquement temporaire. Et donc, il faut, notamment sur le droit du travail, je pense que c'est le plus gros enjeu parce que c'est aussi l'obsession majeure de notre gouvernement actuel. Donc, il faut qu'on protège absolument les travailleuses et les travailleurs. Et avec demain le 1er mai, on voit aussi à quel point la question du travail, la question de l'emploi, la question de la sécurité est au cœur des enjeux et devient centrale quand on vit une période de crise comme aujourd'hui. Donc c'est super important qu'on montre effectivement des limites parce qu'il ne suffit pas de se projeter dans l'après parce que on est dans un moment de glissement quoi qu'il arrive. Et donc le vertueux ce sera peut-être effectivement une deuxième étape. Et la première étape aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on fait en sorte que les situations ne s'aggravent pas pour les personnes qui sont déjà les plus précaires, qui sont déjà en première ligne. Tout à fait, Elliot. Je vais passer la parole à Raquel, mais juste avant, concrètement, comment on fait en fait, nous en tant que citoyens et citoyennes là tout de suite, qu'est-ce que le mouvement propose aux gens pour justement rester vigilants si moi je me dis bon bah je vois en effet qu'il y a des choses qui me scandalisent et j'ai pas envie qu'elles soient pérennes, qu'est-ce que je peux faire? Ben, d'abord, il faut qu'on soit au courant. Il faut qu'on soit au courant que des entreprises qui aujourd'hui
mettent leurs employés au chômage partiel et donc bénéficient d'une aide de l'État direct avec notre argent, eh bien derrière, elles reversent des milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. Il faut qu'on soit au courant, il faut qu'on les interpelle. Nous, c'est ce qu'on fait avec Sanofi, par exemple, avec Veolia, avec Vivendi, que aussi des entreprises comme Amazon et comme McDonald's, elles forcent leurs employés à travailler dans des conditions de travail absolument précaires, sans équipement de protection, en leur interdisant d'exercer leur droit de retraite. Donc, il faut effectivement les interpeller pour que ça ne passe pas inaperçu et que les employés soient soutenus. Et puis, voilà, dans les hôpitaux également, aujourd'hui, les soignants et les soignantes sont contraints de travailler, même s'ils ont contracté le Covid, parce qu'on manque de bras. Il faut que cette information elle soit connue, et puis interpeller les responsables politiques et économiques, pour que ces sujets-là soient au cœur de l'agenda et que justement on est dans un moment où on a le temps de se mobiliser en ligne notamment. Donc il faut employer ce temps-là à bon escient. Merci Elliot. Raquel, tu voulais réagir par rapport à ça? Oui, là vous m'entendez? Désolée. Oui, donc moi je voulais réagir par rapport à ça, par rapport à comment faire, enfin, surtout le fait de comment faire en sorte que les choses déjà elles ne s'empirent pas, et par rapport aux décisions qui sont en train d'être prises de manière très verticale de la part du gouvernement. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas en effet quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on a déjà retrouvé, enfin, à laquelle on a déjà fait face par le passé, et on a un peu l'impression que c'est une constante. Donc là, il y a plusieurs choses qui se jouent. Enfin, oui, en effet, là, on montre que la population elle est prête à accepter certaines choses qu'elle n'accepterait pas dans une situation autre. Mais oui, en partie, c'est dû à l'effet des sidérations. Une autre partie, comme ça peut être le cas du confinement, on voit que la population est prête à faire des sacrifices si c'est pour se protéger, si c'est pour assurer une résilience. Ça ne veut pas dire qu'on peut donner carte blanche au gouvernement pour faire ce qu'ils veulent ou pour passer n'importe quelle réforme. Maintenant, pour les niveaux d'action où on peut se mobiliser beaucoup en ligne, c'est quelque chose qui arrive déjà. On a vu des pétitions, mais on voit déjà. Même au niveau des territoires, au niveau des citoyens, on fait pas que ça. Là, ce qui s'est passé avec cette crise, par exemple, avec la restriction des transports, la fermeture des commerces, etc. Déjà, les citoyens, ils arrivent vraiment à faire les tri. Du coup, dans leurs besoins, ils arrivent à se poser les bonnes questions et on voit beaucoup d'initiatives qui sont déjà mises en place de manière collective. Donc, on voit dans des quartiers à Marseille des citoyens qui s'organisent, du coup, qui occupent des McDo pour faire de la distribution d'aide alimentaire dans les quartiers les plus précaires. On voit des circuits courts, des citoyens qui s'organisent pour mettre en place des circuits courts directement avec des petits producteurs, y compris au milieu rural où il n'y avait pas forcément ces rapports directs, où ils tissent en plus des relations des liens forts où en plus on remet en place la place des agriculteurs, des producteurs, le prix juste, etc. Donc tout ça, c'est déjà en train d'être fait. En fait, pour Alternativa et du coup pour ANV COP21, c'est pour les deux organisations, c'est quelque chose qui a toujours été dans notre ADN, c'est la création d'un rapport de force d'en bas vers le haut. Puisque nous, on part de la base que malheureusement, on ne peut pas être uniquement dans une situation de demande ni d'interpellation, puisque même ceux qui ont le pouvoir de le faire, on se rend compte qu'ils ne le font pas toujours et qu'ils ne vont pas vraiment dans la direction dans laquelle il faudrait aller pour garantir une justice sociale, une société résiliente, une vraie société résiliente, non pas uniquement des mesures qui protègent une minorité en laissant pour compte le reste de la population. Et cela, ça passe aussi par l'action par les territoires. Il ne faut pas oublier que on peut peut-être se sentir impuissant face au passage en force d'une nouvelle loi. Par contre, au niveau de notre territoire, on peut agir.
on peut, et pas uniquement la désobéissance civile, ce n'est pas uniquement pour protester ni pour contester, ça peut être également pour construire, et même parfois on n'est même pas obligé de passer par la désobéissance civile. On voit qu'il y a déjà plein d'alternatives, plein de choses qu'on peut faire de manière collective, mais qui sont à notre portée de main, justement pour dire, pour construire nous-mêmes le monde que l'on veut, et justement pour dire tout simplement non, pour refuser d'accepter ce qui va pas. Merci Raquel. Donc si là j'essaie d'un peu de faire une synthèse de ce que vous disiez tous les deux. Donc il y a une partie donc informer plus ce que fait notamment le mouvement, informer sur ce qui se passe, sur les dangers de mesures qui sont mises en place ou de situations dont on n'entend pas forcément parler dans les autres médias, et les visibiliser pour que des décisions soient prises, et en parallèle ce que tu disais Raquel, que par exemple tout ce qui est peut-être des ruptures de chaînes alimentaires pour certaines personnes, se mobiliser au niveau local pour mettre en place des solutions alternatives malgré le manque de transport, le manque de moyens, et ne pas en tout cas pour ce qui est vital, et ne pas perdre tous ces droits à ce niveau-là, créer des alternatives de notre côté. Peut-être juste sur cette question, Elliot, en tout cas au sein du mouvement, vous avez plusieurs campagnes justement, par exemple une sur cette fameuse application dont tu parlais tout à l'heure. En gros, vous, votre levier d'action, du coup, c'est à la fois quelque chose un peu entre la pétition et la mise en avant d'un sujet. En gros, de quelle manière cette implication citoyenne, elle joue en fait, à quel degré ça se passe, contrairement par exemple à ce que disait Raquel, qui est plus quelque chose de créer une alternative que de dénoncer le sujet et de le porter plus haut et plus fort. Je pense que le terme de Raquel est super important, c'est la question du rapport de force. On est dans un bras de fer permanent, et si on n'est pas audible, on n'aura pas gain de cause. S'il n'y a pas un coup politique fort à avancer dans une mesure qui est extrêmement néfaste pour la vie des salariés, eh bien, on n'aura pas gain de cause. En revanche, si ça devient un sujet dans la société, si les gens commencent à s'en emparer, et si l'entreprise a peur pour son image, pour ce qui est le cas des entreprises, là on a la possibilité de cranter, là on a la possibilité d'être audible. Et effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup une question d'image pour ces entreprises qui sont confrontées très fortement dans l'opinion à leur opportunisme économique, et qui est extrêmement mal vu par leurs employés et par leurs clients potentiels. Donc c'est là-dessus qu'on peut jouer, et c'est là-dessus qu'on a de la force. Il y a aussi des mouvements de boycott très forts, et qui se font sentir auprès de certaines marques qui aujourd'hui sont perçues comme irrespectueuses. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui va très certainement devoir falloir développer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et je pense très clairement à Amazon qui doit être ciblé pour ses pratiques absolument nauséabondes, quoi. Donc après, nous, très concrètement, effectivement, ça passe parfois par des pétitions, ça passe beaucoup par de l'interpellation sur les réseaux sociaux, l'interpellation des parlementaires, en ce moment où ils essaient où ils sont en plein débat sur plein de dispositions de l'après. Et puis nous, on sonde beaucoup nos membres pour savoir sur quel sujet ils ont envie de se mobiliser. Parce que c'est vrai que nous, comme on a le nez dedans, on peut être très intéressé par un enjeu qui n'est pas forcément central. Ce qui est impressionnant dans les sondages qu'on a pu faire auprès de nos membres, c'est la question des hôpitaux qui revient très majoritairement comme une priorité centrale. Je n'ai pas vraiment de comparaison avec avant, mais c'est intéressant aussi de voir comment ce qui se passe en ce moment met un projecteur sur la nécessité qu'on a d'avoir un service de santé, et sur les conditions de travail absolument précaires, absolument insupportables dans l'hôpital qu'on a. Encore quelques semaines avant le début de la crise sur le Covid, il faut se souvenir que notre gouvernement avait prévu encore d'assécher les financements de l'hôpital, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très très fortement ancré dans les consciences. Oui, en effet, du coup, Elliot, là, tu as commencé un peu à parler du fait que, évidemment, donc il y a toute la mobilisation, mais c'est aussi important d'écouter les sujets sur lesquels les gens ont envie de se mobiliser. Et donc, c'est un peu le sujet de cette table ronde, c'est à quel point on pousse, que ça soit en termes d'organisation, les gens à se mobiliser sur déjà des choses qui nous paraissent et dont on parlait déjà beaucoup avant au sein de ces organisations, et à quel point on essaye aussi de se connecter à ce que les gens ressentent, notamment par rapport à cette crise, comme des sujets cruciaux. Et là, tu as mentionné la partie de la santé.
Là, on a parlé plus de comment est-ce qu'on essaye de préserver du coup le fait que ce monde d'après, c'est-à-dire peut-être si on voit à l'échelle de après le déconfinement et quand tout le monde pourra continuer tout le monde pourra recommencer à travailler, on va dire normalement, ne soit pas en fait pire que le monde d'avant, pour avoir une base, on va dire en quelque sorte saine là-dessus. Donc rester vigilant. Comment on fait en fait à partir du moment où il va y avoir une reprise de ces activités, enfin où les gens vont vraiment pouvoir commencer à la retravailler, on va dire la vie va un peu recommencer comme avant, même si évidemment il y aura toujours des cicatrices, et où il y aura toute cette dynamique très très forte, beaucoup plus encore que maintenant, même si c'est déjà un sujet beaucoup sur le devant de la scène, mais de la relance de l'économie, de la relance de l'activité, il faut relancer l'économie, il faut à nouveau de la croissance, à nouveau voilà, on l'a vu, on a déjà un peu parlé de ce sujet des 20 milliards pour en tout cas que les entreprises, on va dire les fleurons de la France, celles qu'on pourrait le dire dans les médias classiques, ne tombent pas, et donc justement qu'il n'y ait pas un énorme chômage. En fait, comment est-ce qu'on fait pour que cette relance de l'activité, justement, elle aille pas dans ce que je définissais tout à l'heure par comme avant, quoi, comme avant. On continue les mêmes activités polluantes, etc. On ne met pas de cadre. Et comment, en plus de ça, on en profite pour que ce dont tu parlais tout à l'heure aussi, Elliot, comme un cadre d'opportunité pour peut-être faire une relance verte, peut-être un Green New Deal avec mon superbe accent anglais. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour que justement ça ne continue pas comme avant et que ça bénéficie à certains. Vous aviez parlé tous les deux, Raquel et Elliot, de rapport de force. Est-ce que c'est du coup, et je pose la question d'abord à Raquel parce qu'il y a le double enjeu Alternativa ANV là-dedans, en visibilisant plus les alternatives qui existent déjà, en tout cas leur donnant plus de place, et en parallèle en du coup se mobilisant pour aller en contre des aides qui ne vont pas dans ce sens-là, et évidemment continuer à dénoncer. Donc un peu ces deux leviers-là. Vous, comment vous le voyez là, que c'est pas tout de suite, ça sera évidemment quand on pourra un peu plus se réunir et du coup un peu plus être visible sur le, comment on appelle ça, les lieux publics. Mais comment est-ce que vous réfléchissez déjà à ces questions? Merci. En fait, pour nous, c'est sûr que là, on traverse une étape spécialement difficile, mais ce qu'il faut se dire, c'est que de toute manière, c'est une bataille qui n'a pas commencé avec cette crise, qui avait déjà commencé bien avant et qui va continuer bien après. Donc, il faut pas se dire, il faut pas se voiler les yeux et se dire que tout se joue au prochain mois, etc. Bien entendu, cette étape, elle est particulièrement importante, mais surtout parce que tout ce qu'elle permet du coup de cogiter et de mettre en lumière. Après, ce qu'il faut bien entendu, c'est une bataille c'est sur le long terme qu'il faut la faire, et il faudra jamais lâcher, il faudra toujours se battre pour des sociétés plus justes, plus résilientes, plus humaines. Par contre, là, ce qu'on voit, et du coup, c'est intéressant quand on parle là, on parle beaucoup du coup des personnes en première ligne. C'est tout le personnel de santé qui était déjà en plus en grève depuis un petit moment, de par leur dégradation de conditions de travail. Mais c'est aussi les employés des supermarchés, c'est les éboueurs. Là, on se rend compte vraiment, ça se touche tout le monde, quels sont les vrais piliers de la société et quelles sont les personnes qui tiennent vraiment à la société. Et c'est pas une surprise, mais c'est les plus précaires. C'est les personnes qui ont les pires des conditions. Donc, on ressent qu'il y a vraiment on le ressentait déjà avant, ça fait un moment qu'il y a cette espèce de ras-le-bol citoyen, la population, de toute manière, elle n'est pas dupe. Il y a un gros malaise qui dure depuis un petit moment. Et là, en fait, avec cette crise, c'est d'autant plus évident. Alors, pour nous, c'est sûr et certain que ça va être ces personnes en première ligne ça va être ça, l'étincelle qui va impulser un bon changement. C'est les changements. Après, il faut pas se dire que on va trouver une action magique ou une alternative magique. C'est un tout. C'est juste que là, on a beaucoup de conditions qu'il faut impulser pour justement donner voix, donner la parole à celles et ceux qui se retrouvent maintenant en première ligne et qui ont l'opportunité d'exprimer. Mais c'est aussi une opportunité justement pour aider à ce qui est des synergies, qui sont déjà en train de se mettre en place de toute manière, à ce qu'il y ait des synergies, à ce qu'il y ait des nouvelles manières d'action, des nouvelles liens qui se tissent et qui du coup contribuent à impulser cet élan de changement.
Et du coup, nous, par ailleurs, on voit, j'ai parlé tout à l'heure du fait que, de toute manière, les citoyens, ils attendent pas forcément. Et c'est ce qu'il faut se dire. Il y a déjà des réseaux, des actions, d'alternatives qui se mettent en place. On voit qu'il y a plein de nouvelles actions, de nouveaux modes d'action qui se mettent en place. On passe beaucoup plus par le numérique. On utilise beaucoup plus, ces balcons, ces fenêtres pour faire des actions. Il y a par ailleurs, suite à la signature de la pétition, toute la série d'organisations qui sont en train d'impulser des mobilisations pour le 1er mai. Donc, ça, il ne faut pas se dire que tout se joue à 2 mois près, c'est déjà en place. Et par contre, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que ça fasse masse et continuer du coup à créer cet élan qui va justement permettre un bon rapport de force. Et du coup, en gros, si là, par exemple, je me dis, moi, je vois à partir du moment où je pourrais me mobiliser, que ça soit à ma fenêtre ou que ça soit en tant que personne, pour que ça soit pour pousser, par exemple, une relance plus verte ou pour lutter contre un projet d'une entreprise polluante. Est-ce que j'ai perdu ma question pendant que je la posais? Je ne sais plus ce que c'est. Oui, est-ce qu'en gros, là, le rôle des organisations, en gros, à quel point les organisations et les citoyens se lient à ce moment-là, c'est aussi la question qui nous intéresse. C'est-à-dire, est-ce qu'en gros, on va aller chercher les citoyens pour savoir quel mot d'ordre et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire monter et qu'est-ce qu'ils ont envie de pousser, ou est-ce que, évidemment, parce que toutes les organisations savent déjà qu'il y a plein de solutions qui ont été mises sur la table et qui sont des solutions qui peuvent marcher, est-ce que c'est ça du coup, les organisations vont aller vers les citoyens en disant, n'hésitez pas à diffuser ça, telle chose existe, et à vous mobiliser derrière. En gros, dans quel sens ça va? C'est-à-dire, est-ce que ça va du citoyen et du coup, les organisations sont là en appui pour leur donner plus d'espace, que ça soit médiatique ou plus de force de frappe en termes de mobilisation, ou est-ce que ça va des organisations qui, elles, notamment, sont expertes sur certains sujets, qui viennent dire, voilà, nous, on a un plan B qui ne soit une relance verte, etc. Et on vous invite, en fait, à tous se rassembler derrière ce plan. Raquel, peut-être, et après, je sais que Mathilde veut réagir là-dessus. Ok, merci. En fait, si je parle, par exemple, du rôle du coup d'Alternativa, en fait, c'est dans notre ADN, c'est certes la mobilisation, mais c'est justement de mettre à disposition des citoyens, des manières d'agir nous on fait la promotion des alternatives, mais nous on est très conscient du fait qu'il y a des alternatives qui existent déjà, qui sont déjà en place, qui sont à la portée de main de tout le monde. Après, par contre, notre objectif, c'est justement de créer ces mouvements de masse radicale et populaire, qui fait donc du coup de rassembler et de fédérer, mais bien entendu, j'ai l'impression que ça va dans les deux sens. C'est pas que nous, il faut qu'on fasse la morale aux citoyens ou aux citoyennes, mais à notre rôle, dans tous les cas, le rôle que nous on se donne, c'est justement de faire en sorte de donner des outils et des moyens aux personnes pour agir. Si par exemple on prend une de nos plus grosses campagnes, c'est Alternative Territoriale. Nous on agit beaucoup, au niveau des territoires, et là où le but, c'est justement de faire en sorte que les gens puissent travailler au niveau de leur territoire pour justement proposer, être force de proposition face aux élus, être force de proposition par rapport aux différentes problématiques qui sont propres à leur territoire, et du coup agir localement en fonction du coup de leurs besoins, de leurs priorités, de leurs envies. Donc pour répondre à ta question, donc en effet, c'est pas que les organisations doivent apprendre la vie aux citoyens, si c'est ça la question. Ça va dans les deux sens. Je crois que je me suis déjà exprimée. Du coup. Merci Raquel. Est-ce que Mathilde, tu veux t'exprimer sur la question, justement, comment est-ce qu'on va écouter ces citoyens pour savoir sur quoi ils veulent se mobiliser et permettre justement aux organisations de se mettre en rang avec eux? Oui, pour répondre à ta question, est-ce qu'en gros, c'est de la mobilisation autour de propositions déjà sur la table, ou est-ce qu'il faut créer et écouter les citoyens pour avoir de nouvelles idées? Moi, je pense que ça dépend du timing. Et j'ai l'impression, moi, je lis en 3 temps la crise dans laquelle on est là dans le temps du confinement et des plans de sauvetage, où c'est déjà des dizaines, centaines de milliards d'euros qui sont mis. Il faut pas lâcher un certain nombre de ces batailles. Je trouve qu'on est passé vite dessus, et moi je tenais quand même à saluer le travail qui est fait
que ce soit la pétition Plus Jamais Ça, que ce soit ce que tu fais toi, Elliot, ou ce que font plein d'autres acteurs avec des lettres ouvertes, avec des pétitions, avec des mobilisations, parce que si on perd sur ces investissements-là, ils conditionnent le reste pour des dizaines et des dizaines d'années. Et ça marche. Quand je dis ça marche en partie pour le moment, mais on voit bien que sur les fameux 20 milliards dont on parlait, au début, il était prévu par le gouvernement aucune condition. Finalement, ils ont été obligés de demander à leurs députés de faire un amendement, qui est un amendement assez limité, voire même greenwashing, pour moi en tout cas. Là, on a entendu ce matin un Bruno Le Maire, ministre de l'économie, dire bon bah finalement, je mets une nouvelle condition qui est que Air France doit réduire drastiquement les liaisons à moins de quand il y a une alternative en train à 2h30 qui est existante. Bah, on avance, c'est pas du tout suffisant 2h30. Si je m'écoute et que je parle que en mon nom, pour moi c'est du foutage de gueule parce qu'on sait qu'il y a 8 dixièmes qui est pas concerné et qu'un Paris-Marseille demain faut plus qu'on le fasse en fait. Donc faut qu'on continue à pousser, mais je veux juste dire que cette bataille-là sur le temps court, évidemment que là il y a pas besoin d'une consultation massive. On le sait tous que ça conditionne le reste, donc là il faut se mobiliser de manière massive et je pense qu'il faut vraiment le faire. Et même si on est confiné et que ça sert à rien, il faut prendre la parole, il faut se faire entendre et il faut rien lâcher là-dessus. Le deuxième temps, c'est en effet le temps de la relance, où là, je pense que ça va vraiment dans les deux sens, entre ce que les orgas ont déjà comme idée et ce à quoi les citoyens sont prêts, parce que je sais plus lequel d'Eliott ou Raquel disait, on est dans un moment de glissement et où beaucoup de citoyens qui ne font pas partie de nos réseaux militants se posent des questions sur mais finalement notre modèle économique qu'on croyait si fort, si puissant, si croissant, hop, t'as un petit virus et je me fais enfermer dans mon 30 mètres carrés pendant plusieurs semaines. Donc la question et on voit bien qu'on nous disait pendant des années, il n'y a pas d'argent magique et là, tout de suite, on arrive à trouver de l'argent de manière massive. Donc, ça pose des questions dans la tête d'un certain nombre de nos concitoyens qui se les posaient pas forcément avant. Donc là, je trouve, pour le coup, moi, je mets le mot opportunité pour les organisations qui ont des idées là-dessus et je pense qu'il faut les saisir. Parce que je rejoins quelqu'un comme Bruno Latour, il faut pas gâcher cette crise. Et pas gâcher cette crise, ça veut dire en faire quelque chose pour vraiment construire le monde de demain. Et donc sur ce temps de relance, moi, en tout cas, c'est ce qu'on plaide et c'est pour ça qu'on a lancé la lettre ouverte à Macron, nous les premiers. Quand on dit nous les premiers, c'est surtout les territoires, les organisations et les citoyens. Et c'est vraiment un truc qui part d'en bas. Où ce qu'on invite à faire pour la relance, c'est quelque chose qui part des territoires avec ce qu'on appelle des fabriques de transition, qui sont des lieux qui rassemblent ONG, citoyens, élus, et qui font remonter les projets qui sont déjà dans les cartons des territoires et qui permettraient d'avoir une relance écologique. Il y a plein de territoires qui ont plein d'idées pour mettre en place des projets écolos et qui n'ont juste pas les sous parce qu'on leur coupe depuis des années les budgets. Et ben, que ces projets-là qui sont prêts, on les met dans les plans de relance, que ce soit des plans de relance locaux ou que ce soit le plan de relance national, parce que on sait très bien que les territoires sont en première ligne dans la gestion de la crise. Il y a un moment où il va falloir que l'État soit aussi en soutien de ces territoires. Donc ça, c'est le temps 2 et je pense vraiment qu'il faut que ça parte des territoires et qu'ensuite, oui, il y ait des décisions qui soient faites au niveau national. Et moi, je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais qu'il faut un moment du type Grenelle. Il faut pas une usine à gaz, faut pas, et je fais partie de la Convention citoyenne pour le climat, faut pas mettre dans un temps court sur le plan de relance un truc aussi lourd. On n'a pas le temps et c'est pas l'objet. Là, on est vraiment sur un truc du type Grenelle où il faut que les différents acteurs puissent se parler. On voit bien que le MEDEF qui a envoyé une lettre, je pense que tout le monde a vu, qui demande la fin des politiques environnementales, en gros je caricature, mais des politiques publiques environnementales en France. Bon, il y a de la négociation à avoir, un Grenelle permet ça, et je pense que alors que dans la société, nos idées écolo commencent à vraiment avoir touché énormément de monde, c'est le moment où on est fort justement dans ce rapport de force. Et donc avoir ce Grenelle où un grand nombre d'organisations portent ce message-là me semble ultra important parce que je pense que pour une fois, cette négociation, on peut la gagner là. Alors que si on se mobilise tous azimuts, je pense qu'on risque de la perdre. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se mobiliser par ailleurs et mettre la pression à l'extérieur. Donc moi j'espère qu'on pourra au mois de juin, juillet, août investir les lieux publics pour construire le futur et qu'on arrivera à foutre une pression assez massive pour que la relance soit en effet verte, du coup que ce soit pas une relance mais plutôt une transformation. Et le troisième temps, qui est pour moi un troisième temps qui n'existe que si on a un temps soit peu réussi, pour moi c'est le temps de la résilience. Où c'est une chose de relancer de manière écolo, c'est une chose de construire
un monde capable d'encaisser les chocs. Et on le voit, Péo, tu disais tout à l'heure, bah voilà, à la base, on a mis un peu de temps à s'adapter quand il y a eu la crise, à mettre des trucs en ligne. On n'est pas du tout prêt. Et là, pour le coup, même, je pense qu'il faut qu'on soit humble côté écolo. Autant on a plein d'idées et cette crise confirme pas mal de choses qu'on pensait. Et donc, je pense qu'il faut qu'on ose sur la relance et qu'on y aille à fond. Autant sur la résilience, je pense que non, on n'a pas tous les leviers, on n'a pas toutes les idées, on n'a pas toutes les réponses, on ne sait pas du tout à quel point c'est acceptable par les citoyens. Et donc là, oui, il faut une mise en place, à mon sens, d'une assemblée citoyenne du futur. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on propose dans la lettre ouverte qu'on adresse à Macron plus par politesse, qui est surtout un appel aux territoires et aux citoyens. Et d'ailleurs, un appel auquel les territoires répondent vraiment massivement. Et c'est chouette, parce que je pense que c'est eux qu'on a main aujourd'hui pour faire bouger les choses. Et pour faire peur aussi, en haut. Merci Mathilde, on va passer un peu plus de temps sur cette partie plus long terme que tu as commencé à développer. Il y a Elliot qui voulait réagir sur ce qui a été dit. Elliot. Je pense aussi qu'au-delà de ce que nous, on peut faire en tant qu'organisation, il faut aussi qu'on soit très humble. La situation, le moment fait énormément. Et c'est ça aussi qui est fort à observer. Et quand on voit les sondages qui se succèdent sur la prise de conscience et l'aspiration, je pense qu'au-delà, effectivement, au-delà de l'investissement, ce qu'il faut qu'on aille chercher, c'est l'aspiration, c'est l'horizon, c'est la vision. La population dans le monde entier a envie que le monde soit différent, a envie que la société soit organisée différemment. Et ce qu'on est en train de vivre est un épisode de pédagogie massif auquel assiste l'ensemble de la population mondiale. Et il ne faut pas qu'on passe à côté effectivement de ce moment, comme le rappelait Mathilde. Et je pense que, par exemple, il y a aussi plein de choses qui sont déjà en train d'être faites parce qu'on n'a pas le choix. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va de moins en moins avoir le choix. C'est-à-dire que notre mode de vie, je pense que là, on est toutes et tous d'accord là-dessus, notre mode de vie était un luxe. On parle du jour du dépassement, qui est une manière de rendre ça visible, c'est-à-dire que en juillet, on a consommé l'ensemble des ressources disponibles pour toute l'année. Donc, on consomme plus que ce qui est disponible. J'apprends rien à personne, je pense. Mais donc, on est en train de se rendre compte, effectivement, que quand le luxe peut être dépassé, eh bien, finalement, on s'en fout, on a de l'insouciance. Aujourd'hui, le luxe peut pas être dépassé. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on vit cette contrainte-là de manière très visible. Et on est obligé de mettre en œuvre ces méthodes-là, ne serait-ce que pour se déplacer avec les coronapistes, des pistes temporaires qui sont déployées dans toutes les villes du monde, initialement pour permettre aux soignantes et aux soignants de se déplacer rapidement sans utiliser leur voiture et sans utiliser les transports en commun, et puis qui s'impose parce que c'est une solution indispensable pour se déplacer d'avoir des pistes sécurisées. Et donc, nous, ce qu'on est en train de faire, par exemple, au niveau du mouvement, je sais que le réseau Action Climat travaille là-dessus également, c'est de recenser toutes les villes où il y a eu des pistes temporaires qui ont été mises en place. J'imagine que la rue est à nous d'Alternativa s'intéresse aussi à la question, de les cartographier, de montrer que c'est un effort qui est massif. Anne Hidalgo a annoncé également qu'à Paris, elle voulait absolument pas qu'il y ait un retour en masse de l'usage de la voiture et qu'il y aurait une phase où le vélo serait totalement privilégié et ça sera sûrement pérennisé à terme. Donc, cartographier toutes les villes où il y a eu des pistes temporaires qui ont été mises en œuvre, pousser toutes les villes qui l'ont pas encore fait à le faire, à le mettre en place, et puis derrière, faire pression sur toutes les villes pour que toutes les pistes temporaires deviennent des pistes permanentes, parce que c'est un exemple très concret sur lequel on doit opérer une transition. Là, on a la possibilité d'opérer cette transition en 3 mois, et tout d'un coup d'avoir des infrastructures vélo qui permettent à l'ensemble de la population de se déplacer massivement et en toute sécurité en utilisant un moyen qui est le plus efficace, le moins coûteux et le plus propre. Eh bien, c'est un sujet sur la mobilité, mais il y en a sur l'alimentation avec le développement des circuits courts. On voit une augmentation de l'achat de tous les biens de consommation. Donc, ça veut dire que les gens cuisinent plus, c'est super. On voit une baisse drastique du nombre de commandes sur Deliveroo notamment. Mais on voit aussi que les produits bio sont beaucoup plus achetés que les produits conventionnels. Les produits bio ont une augmentation du nombre de ventes qui est 40% supérieure aux produits non bio. Donc, aussi parce que, eh bien, on importe
fortement, et donc il y a des réseaux de solidarité sur la distribution en circuit court de nourriture qui viennent de producteurs locaux qui émergent. Et ça, il faut qu'on chérisse aussi ce moment-là. Il faut qu'on voit tout ce qui est effectivement ce monde d'après qui est déjà à l'œuvre, qui était déjà prêt, aussi plein de pionniers, plein d'expérimentations qui tout d'un coup fleurissent, et on est bien content qu'elles soient là. On est bien content qu'il y ait des gens qui se battent depuis 30 ans, 40 ans pour que ça arrive, et pour qu'aujourd'hui on ait une forme de maturité aussi sur ces sujets-là. Et tous ces sujets-là, il va falloir qu'on les cartographie, il faut qu'on les identifie, parce que ça fonctionne, parce qu'on montre qu'on en a besoin, et tout le monde est en train de réaliser, et je termine là-dessus, tout le monde est en train de réaliser qu'on a besoin de se déplacer autrement, qu'on a besoin de se nourrir autrement. Donc, de l'expérimentation, de la réalisation, et à nous, ensuite, le temps de l'après, ce sera la massification, c'est-à-dire de passer enfin à l'échelle ce mode de vie dont on connaît les solutions, et utiliser ce moment de prise de conscience collective pour que ce soit déployé partout et que ce soit accessible à 100% de la population. Merci Elliot. Raquel? Oui, merci. Du coup, je voulais réagir aussi par rapport aux interventions. Donc, moi, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me retrouve. Il y a juste peut-être quelque chose à spécifier par rapport, on va dire, au clivage entre les organisations et les citoyens. Il faut se dire que les organisations ne sont pas des entreprises. Les organisations, c'est des citoyennes et des citoyens. Alternativa, quand on dit qu'on est des milliers de personnes, ce n'est pas des milliers de salariés. On n'a pas d'adhésion chez nous, par exemple. Il s'agit des personnes qui, à un moment donné, ont envie d'agir, ont envie de s'engager. Et à ce moment-là, et qui rejoignent le collectif. Par contre, pour ce qui est, parce qu'on a quand même, on est très d'accord sur le fond des choses. Par contre, on est trois organisations qui ont, on va dire, des fonctionnements différents, mais qui sont complémentaires. Et ça aussi, c'est sûr et certain qu'il faut pas nier ça. Il faut pas fonctionner en silo. Par exemple, Mathilde, c'est très intéressant ce qu'elle disait quand elle disait, oui, c'est bien les citoyens, mais les organisations, elles sont là pour quelque chose, elles ont un rôle à jouer. Et ça, tout à fait. Il faut pas négliger, il faut pas dire que, on part de la base que les organisations, à la base, c'est des citoyens qui ont voulu agir, qui ont voulu changer les choses. Et c'est sûr et certain que si on peut agir à tous les niveaux, on doit le faire. Et que pour ça, il faut travailler de toute manière sur une stratégie commune. Il faut pousser les synergies et il faut que chacun puisse pousser. Il faut chercher une complémentarité dans ce qu'on fait pour justement impulser ces changements de masse dont on a besoin, quoi. Mathilde, elle a parlé aussi de qu'est-ce qui serait acceptable ou pas par les citoyens. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il y a bien entendu la bataille culturelle à gagner. Et par rapport au fait qu'on soit pas prêt à avoir des sociétés résilientes, parce que même nous, moi je suis d'accord, on n'est pas prêt. On le voit clairement, c'est sûr et certain qu'on n'est pas prêt. Mais par contre, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà directement applicables et qu'on peut déjà mettre en place. Et bien sûr, on n'a pas tout, il n'y a pas une clé magique, mais on se rend compte à quel point on peut déjà se mobiliser. Oui, il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Et d'ailleurs, le gros problème, c'est que les États, par exemple, eux, ils ont tous les clés, toutes les informations, tout pour mettre en place, mais ils choisissent de ne pas le faire. Ou ils le font pas. On va dire qu'ils le font pas. Et de là l'importance un peu de créer cette pression, le fait d'organiser du coup des grenelles, un dialogue. Nous on pense que bien entendu c'est intéressant et c'est si on peut le mettre en place, oui il faut le mettre en place. Et mais si derrière ça en plus on a toute la masse de la population qui est là pour seconder, pour dire qu'on va pas attendre, pour dire nous on est déjà en train de mettre en place de mettre en place des choses alternatives à ce que vous nous proposez et qui ne convient pas, en fait, ce sera encore mieux. Le gouvernement, il aura d'autant moins de capacité à dire non à ça. Et surtout pour ce qui est acceptable ou pas, parce que bien entendu, nous, ce qu'on propose de toute manière, c'est des changements assez radicaux, assez profonds, et c'est ce qui paraît assez évident avec cette crise. Mais on voit bien que la population en soi, elle est prête. Si elle comprend l'enjeu et surtout si ça se fait de manière juste. La population, pour moi, elle serait
elle sera tout à fait prête à accepter des changements radicaux, même des renoncements radicaux, tant que c'est fait de manière juste, tant que ça se fait pas au détriment du plus grand nombre, au détriment de plus vulnérables. Merci du coup à tous les trois de vous être exprimés sur ce sujet. Si j'essaie de résumer ce qui a été dit, c'est que du coup, là, en effet, il y a dans ce moment précis une opportunité que l'expertise des organisations qui ont déjà étudié les solutions qui sont déjà mises en place, etc., et qui peuvent correspondre à des choses dont on a besoin tout de suite, et les pousse, les visibilise et aide les citoyens et les citoyennes à les mettre en place. Et là, tu parlais des pistes cyclables pour les recenser. Et Raquel, au tout début, tu parlais aussi de toutes les différentes chaînes d'alimentation alternative qui peut y avoir en place. Donc là-dessus, les organisations peuvent du coup être motrices parce qu'elles en parlent depuis longtemps et elles peuvent accompagner. Et ce que j'ai entendu aussi, c'est que du coup, sur les choses dont tout le monde appelle de ses voeux des changements, mais n'est pas encore forcément conscient de vers quelle direction on peut aller. Il y a déjà des choses qui existent, mais on peut aussi prendre le temps justement d'écouter la population citoyenne sur qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre en place, qu'est-ce qui leur paraît prioritaire, qu'est-ce qu'ils seraient prêts à accepter et qu'est-ce qui leur paraît juste le mot que tu as utilisé, Raquel, c'est-à-dire en fait que justement tu parlais de massification, comment par la mobilisation et aussi peut-être par l'écoute et la délibération, en fait, on massifie à toute la population ces enjeux-là pour que ça leur paraisse juste, parce que par exemple, on voit sur l'année 2019, il y a eu des grosses mobilisations climat partout dans le monde et ça n'a pas tellement fait bouger les lignes au niveau des États. T'en parlais, Raquel. Il y avait quand même une pression forte et des gens qui étaient là, mais peut-être que tout le monde ne se sentait pas concerné et que c'était encore le sujet de certains, les militants écolos, etc., qui se battent sur certains sujets, mais je ne me sens pas concernée en tant que citoyenne parce que pour l'instant, je ne vois pas en fait tellement le problème, ou j'ai l'impression qu'on me propose des choses que je ne serais pas prête à accepter. Donc voilà, sur ça, en fait, sur le construire une société résiliente ensemble qui paraisse juste et acceptable. Je vais passer la parole plus à Mathilde sur ce point-là, parce que c'est ce que vous développez beaucoup en ce moment avec Démocratie ouverte, et tu as parlé de la tribune que vous avez signée, en effet, avec le côté nous les premiers mettons en place des choses tous ensemble. Donc si tu peux nous expliquer comment est-ce que vous voyez cette consultation peut-être plus large pour mettre en place cette société résiliente à plus long terme. Oui, carrément. Peut-être nous les premiers, c'est en réaction évidemment au discours de Macron qui disait que moi le premier, pour reprendre ses mots, il était prêt à se réinventer pour dessiner un chemin différent. Donc l'idée c'est de faire un pionnier en disant que on veut pas qu'il décide tout seul et que ce chemin on veut pas qu'il le dessine tout seul, mais on veut le dessiner collectivement. Collectivement, ça veut pas dire que les citoyens sont contre les orgas ou que les orgas sont contre les citoyens, mais bien quelque chose de collectif qui met chacun à sa place. Et donc, dans ce qu'on dit dans cette lettre ouverte, c'est assez simple. C'est là, maintenant, tout de suite, écoutez les instances qui sont légitimes à vos propres yeux. Vous avez lancé une convention citoyenne pour le climat, justement, en lien avec ce que disait Raquel, pour voir comment est-ce qu'on allie ambition climatique et justice sociale. Parce que ça va pas de soi, quelque chose de juste. On a chacun une définition de la justice qui est différente. Je suis pas sûre qu'avec Elliot et Raquel, même si on est d'accord sur beaucoup de choses, on a exactement la même définition de la justice. Donc, ça se débat, quelque chose de juste. Ces citoyens, ils ont quasiment fini leur travail. Ils ont souhaité, avant même de finir leurs travaux, faire une déclaration justement pour que les décisions qui sont prises en temps très court dans les plans de sauvetage soient des décisions qui ne mettent pas en danger des décisions futures en faveur du climat et de l'écologie. Ils ont aussi souhaité finir leurs travaux au mois de juin, donc la fin des travaux sera fin juin, ce qui va permettre de prendre en compte leurs propositions dans les futurs plans de relance. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du rapport de force, c'est-à-dire qu'il y a non seulement les organisations militantes, mais il y a aussi des citoyens représentatifs de la société française qui ont en plus été mis en place par le pouvoir lui-même, par Macron lui-même, avec un engagement qui a été pris de passer au référendum les propositions que les citoyens souhaiteraient. Donc là, je crois qu'il y a un vrai rapport de force à utiliser pour toutes les orgas sur le court terme, et les citoyens de la Convention d'ailleurs demandaient eux-mêmes à ce que les milliards qui seraient injectés soient fléchés vers la transition écologique et les secteurs d'avenir qui respectent les conditions écologiques. Donc ça, c'est la première chose qu'on dit, c'est sur le là maintenant.
La deuxième chose, c'est pour construire ce plan de relance et la résilience qui suit, on propose 3 grandes étapes. Une première qui est assez classique, qui est un peu un incontournable, d'autant plus que là, on voit toutes les plateformes de consultation se multiplier. Et nous, on trouve ça très dangereux de consulter les citoyens si c'est pour derrière rien en faire. Et trop souvent, on résume la démocratie participative à ça. Pour moi, ça, c'est pas de la démocratie participative, c'est du foutage de gueule. Donc, pour que ce soit utile, il faut que ces plateformes, elles soient en open data. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'ensemble des données soient disponibles pour que n'importe quel acteur puisse faire une synthèse indépendante du gouvernement qui puisse être utile pour la suite du dispositif. Ça, c'est l'étape 1, hyper classique. L'étape 2, c'est de mettre en place un dispositif qui est une forme de Grenelle au niveau national, où on utiliserait cette synthèse avec l'ensemble des contributions des citoyens, mais aussi, évidemment, toutes les idées des organisations qui sont déjà en place. Quand on dit un Grenelle, tout le monde a en tête, je pense que c'est massivement des organisations de la société civile, c'est des syndicats, c'est aussi les entreprises qui négocient ensemble à quoi ressemblera le plan de relance. Et donc, nous, on souhaite, et les lignes rouges, entre guillemets, qu'on a posées à la conception de ce Grenelle, c'est qu'il existe, parce qu'on ne veut pas que le gouvernement décide seul, et nous, on ne voit pas d'alternative vraiment autre à un Grenelle. Peut-être qu'il y a mieux, si d'autres acteurs ont mieux à proposer, qu'ils le proposent. Aujourd'hui, nous, c'est le Grenelle qui nous paraît le plus pertinent au vu du temps imparti, avec une certaine participation citoyenne. Et la deuxième limite qu'on voit, la deuxième ligne rouge qu'on a, c'est la représentation des territoires. Et c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure, on veut que la dynamique, elle parte des territoires parce que c'est eux qui sont en première ligne aujourd'hui et c'est eux qui feront la transition, qui feront la transition écologique demain. Et donc, quand je disais que les fabriques de transition avaient pour mission dès maintenant de faire remonter les projets qui sont dans les cartons, qui pourraient accélérer la transition écologique, justement, on veut qu'ils remontent jusqu'à ce fameux Grenelle qu'on a appelé, nous, dans notre lettre ouverte, Conseil national de la transition, mais qui peut avoir un autre nom. Le nom, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui décide, c'est le plan de relance. Et qui décide, c'est les organisations de la société civile, c'est avec des citoyens, et ça se fait dans un temps court, dans un temps qui nous semble être avant l'été ou pendant l'été, vu que le plan de relance acté, décidé sera a priori pour septembre aux annonces de Bruno Le Maire hier matin. Et le troisième temps qu'on propose, c'est en effet un temps plus délibératif, où là on prend le temps, parce que construire un monde résilient, si on est sérieux avec les résiliences et qu'on croit vraiment à l'ampleur des chocs et des crises qu'on va vivre demain, ça se fait pas en 2 minutes, quoi. D'autant plus si on veut que ce soit acceptable. Imaginez-vous, là, on demande aux gens de se confiner pendant des semaines. Les gens acceptent, même si y en a un certain nombre qui commencent vraiment à en avoir ras-le-bol. Et on sait en tant que militant que demain, les crises sont plus graves. Ça veut dire que pour construire des propositions qui sont acceptables socialement et qu'on pourra vraiment activer dans un temps court pour être plus réactif aussi, ça demande pas mal de débats et ça demande aussi un diagnostic scientifique bien posé. Et moi, c'est un des trucs qui m'a vraiment marqué pendant la Convention citoyenne pour le climat. Le premier week-end, c'était le diagnostic scientifique. C'est-à-dire qu'on a juste demandé à des scientifiques du GIEC de venir présenter ce que disent les scientifiques du monde entier. Les trois quarts des citoyens de la Convention sont venus nous voir à la fin en nous disant on s'est pris une baffe, on s'est pris une claque, ça a été un électrochoc, je suis complètement désespéré. Parce que, à part quelques climato-sceptiques qui ne le sont plus maintenant, la plupart avaient conscience que oui, il y a un problème avec le climat, les dérèglements de l'environnement, etc., mais pas du tout de l'ampleur, pas du tout de l'urgence. Et donc, je crois qu'il y a un enjeu aussi à poser le diagnostic au bon niveau et que ça, peut-être qu'on s'est surestimé pour le coup aujourd'hui côté écolo, que tout le monde a compris qu'il y avait un problème avec l'environnement, mais pas du tout le degré. Donc, je pense que ça se fait au travers de processus délibératifs où il faut que l'ensemble de la société participe. Et donc ça, je pense que dans l'Assemblée citoyenne du futur qu'on propose, on a à apprendre de la Convention citoyenne française, on a à apprendre aussi d'expériences étrangères, et puis on a aussi à donner plus de pouvoir. On sait bien que les limites de la Convention citoyenne pour le climat, c'est qu'aujourd'hui, elle dépend du bon vouloir du président de la République de tenir son engagement, et donc de la pression que lui mettent les citoyens. Là, ce qu'on demande dans la lettre ouverte, c'est justement qu'il y ait une institutionnalisation de ce type de processus-là, et qu'ils aient du pouvoir. C'est-à-dire que cette assemblée demain puisse, par exemple, on l'a pas précisé dans la lettre ouverte, je donne un exemple, avoir ce qu'on peut appeler un droit de veto suspensif sur les décisions qui seraient prises par l'Assemblée nationale et le Sénat, sur tout ce qui concerne le vivant et le long terme.
imaginez-vous si aujourd'hui c'était en place, ça veut dire que les 20 milliards dont on parle depuis tout à l'heure, ils seraient jamais passés. Si on avait une démocratie résiliente, on aurait déjà cette assemblée citoyenne, et on ne serait pas en train de se galérer à dire comment est-ce qu'on se mobilise, ou est-ce qu'il faut mobiliser, ou faire réfléchir les gens. En fait, on aurait déjà la solution. Donc je pense qu'il y a un moment où il faut aussi qu'on fasse rentrer dans nos institutions un moyen de protéger le vivant et le temps long. Et donc c'est ce qu'on demande dans cette lettre ouverte. Ça, c'est à plus long terme, mais ce sera des batailles à mener, j'ai envie de dire, si on arrive déjà à sauvegarder ce qu'on a aujourd'hui, comme le disait Elliot, et qu'on rétropédale pas sur un certain nombre de droits, et qu'on arrive à avoir un plan de relance un temps soit peu écolo, et c'est vraiment pas gagné. Voilà, j'espère que j'étais claire. Oui, merci Mathilde. Avant de passer la parole à Elliot et à Raquel qui veulent réagir sur ça, moi c'est plus une question justement sur ce que vous mettez en place, donc le côté consultation un peu centralisé, tu parlais d'open data, et après un peu rassembler tout ça, consulter aussi les organisations qui travaillent sur ces sujets, et ensuite avoir un moment peut-être plus délibératif, que ça soit sous forme avec une assemblée ou que ça soit un référendum. Je faisais pas mal la comparaison avec la convention citoyenne. En fait, quel est l'organe si c'est pas du coup le gouvernement qui va mettre en place tout ça, notamment qui va rassembler toutes ces données qui auront été prises sur les différentes plateformes, que ce soit celles mises en place par des députés de l'Assemblée nationale ou toutes les autres qui fleurissent, il y en a vraiment beaucoup, comme tu l'as dit. Quel est l'organe qui va le faire? Quel est l'organe qui va faire remonter ce qui est le plus sollicité, qu'est-ce qui est pertinent, et qui va peut-être, si du coup ça doit être délibéré au sein d'une assemblée pour le futur, je me souviens plus de l'intitulé exact, mais qui en fait va constituer cette assemblée pour le futur, comment ces personnes seront choisies, enfin voilà, il y a toute cette question que je pense n'importe qui peut se poser en se disant bah voilà, là pour la Convention citoyenne pour le climat, ça a été fait par le gouvernement, etc. Peut-être que des gens justement, parfois des organisations ont dit bah, et tu l'as très bien dit, l'écueil c'est que ça dépend du bon vouloir du gouvernement, donc on a un peu l'impression que voilà, on peut travailler pour rien. Du coup, voilà, quel est l'organe qui va rassembler toutes ces données, créer cette assemblée qui pourra échanger sur les sujets, et après, comment on fait monter ça pour que ça soit délibéré par tout le monde? Bah, il y a deux manières de faire. C'est-à-dire que soit on arrive à faire en sorte que ce soit l'État qui est l'acteur légitime pour le faire. Et ça se joue au rapport de force. Et c'est quand même le meilleur canal, parce que quand bien même je dis sur la Convention citoyenne, ça dépend du bon vouloir du gouvernement, on n'a jamais été aussi proche d'avoir des mesures radicales légitimées par le peuple, prises par le gouvernement. Malheureusement, la simple mobilisation des acteurs militants ne suffit pas à avoir un effet transformatif sur la société, sinon on aurait déjà gagné la bataille, j'ai envie de dire. Donc si et c'est pour ça qu'on adresse les lettres ouvertes au gouvernement, c'est-à-dire que quand même, on considère que l'État a encore un rôle à jouer dans notre pays, et on voit quand même qu'il joue un rôle avec certaines failles, et je laisserai chacun juger sur la gestion de la crise, mais on voit que l'État joue un rôle fort dans ce type de crise. Donc on adresse d'abord à l'État. Néanmoins, ce qu'on dit clairement dans la lettre ouverte, c'est que voilà, on demande ça. Maintenant, si Macron ne suit pas, on fera sans lui. On fera sans lui, évidemment, avec une légitimité qui est haute que celle de l'État. Quand je dis on fera sans lui, c'est-à-dire concrètement, chaque étape, comment on va la faire? La première étape, sur la consultation, les plateformes sont déjà mises en place. La méta-plateforme dont je parlais, avec toutes les données en open data, elle existe déjà, elle s'appelle Après Maintenant, elle est en place. Et l'acteur qui pourrait faire une synthèse et qui est partant, a priori, pour le faire, c'est la CNDP, qui est la Commission nationale du débat public, qui est un acteur légitime, qui sait faire ça, qui a déjà fait un grand tas de synthèses, et qui est normalement l'acteur que le gouvernement saisit pour faire ce genre de travaux. Je reviendrai pas sur les échanges un peu houleux entre le gouvernement et la CNDP au moment du grand débat, qui expliquent peut-être pourquoi est-ce que le grand débat a été un tel échec sur le plan démocratique. Donc sur la première étape, c'est assez clair et assez simple. Sur la deuxième étape, tout ce qui part des territoires, la fabrique des transitions, c'est indépendant de l'État. C'est les collectivités locales, c'est les associations, c'est les acteurs de terrain qui font remonter ces projets-là, ou qui mettent en place des plans de relance locaux. Là où il y a blocage, c'est que si le gouvernement n'accepte pas de mettre en place ce fameux Grenelle qu'on a appelé Conseil national de la transition dans notre lettre ouverte, alors là, nous, ce qu'on propose dans la lettre ouverte, c'est de mettre en place notre propre Conseil national de la transition,
qui a plus des allures, comme disent certains, du Conseil national de la résistance, où on mettrait en fait des gens qui sont capables de penser le monde de demain et qui ont déjà pensé, donc là qui viennent plutôt du monde intellectuel, du monde de l'organisation, un peu comme à l'époque de crise majeure, on a mis ensemble des gens qui étaient capables de construire une voie alternative, un gouvernement qui serait défaillant pour construire notre avenir. Et donc ce serait ensuite ce conseil-là qui mettrait en place les étapes suivantes, et notamment l'Assemblée citoyenne du futur. Okay, merci Mathilde. Elliott, tu veux réagir par rapport à ça? Je pense que Mathilde a dit énormément de choses super justes. Je pense que la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a un espace pour qu'un exercice démocratique soit fonctionnel? Et c'est la crainte qu'on a aujourd'hui, c'est la crainte qu'on avait avec la Convention citoyenne, c'est la crainte qu'on avait avec le grand débat. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, la question de la démocratie, elle est trop souvent liée à la question de l'institution, selon moi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un médium qui permet une médiation entre le peuple et les institutions. Et donc, en demandant de la démocratie, on va demander une nouvelle formule, une nouvelle méthodologie d'échange. Et c'est aujourd'hui ce que nous donnent les dirigeants. Et c'est un peu ce qu'on peut reprocher et la crainte qu'on peut avoir dans ce genre de processus, parce que effectivement, ça reste des processus. Et donc, ils ont une forme de neutralité. Comme tout processus, ils ne sont pas connectés à l'enjeu qu'on veut résoudre. Et aujourd'hui, notre enjeu, c'est de développer une société résiliente. Une instance nouvelle, même si elle a une mission, aujourd'hui, la mission de l'Assemblée nationale, elle est censée être de représenter les intérêts du plus grand nombre, elle est censée d'être une assemblée juste. Et pourtant, c'est pas le cas, parce qu'il y a des intérêts qui sont pas officiels et qui sont représentés et qui viennent vicier le processus. Donc, la crainte qu'on peut avoir avec un processus démocratique, c'est exactement ça, c'est qu'il soit vicié par une manière qui n'est pas dans les règles du jeu qu'on a écrites. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans toutes nos décisions politiques, et c'est ça qui nous met dans la situation dans laquelle on est, c'est qu'effectivement, on n'a pas la main sur la finalité des processus démocratiques qui nous gouvernent. Et donc, je pense qu'il faut qu'on soit super vigilant là-dessus. C'est que c'est pas parce qu'on aura des citoyennes et des citoyens qui seront désignés, ou c'est pas parce qu'on aura des institutions qui fonctionneront comme on les a rêvées, qu'on aura les conséquences, qu'on aura le résultat qu'on espère. Et donc, c'est pour ça que derrière, et je pense que Mathilde va vouloir répondre là-dessus, c'est une discussion récurrente qu'on a. Je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement prudent, parce que avoir foi en l'institution aujourd'hui, malgré tout, c'est aussi donner du pouvoir à des personnes qui aujourd'hui ne respectent pas les règles, qui ne respectent pas l'intérêt collectif, des personnes qui bafouent le fondement de la République au quotidien, qui mentent à leurs électeurs, qui cachent la réalité de leur action. On le voit depuis le début de ce mandat, dans les mandats précédents. On voit comment Bruno Le Maire peut nous garantir que les aides à Air France seront conditionnées, ou alors comment les entreprises qui sont domiciliées dans des paradis fiscaux ne pourront pas bénéficier d'aides publiques. Il annonce ça le matin, ça fait la une des journaux le midi, et puis le soir, c'est retiré dans les amendements qui sont proposés aux députés. On assiste à ça avec une impuissance folle qui nous rend absolument dingue. Donc, on a affaire à des gens qui sont à ce niveau-là de malhonnêteté. Et les processus démocratiques, ils ont effectivement ceci de dangereux, qu'ils ne sont pas la garantie qu'à la fin, ce soit l'intérêt collectif qui en résulte. D'où l'importance d'avoir effectivement ces canaux-là qui permettent d'avoir des décisions audacieuses, alors qu'aujourd'hui, notre démocratie, notre 5e République ne nous permet pas de prendre des décisions qui sont à la hauteur de l'urgence, tout simplement parce que structurellement, constitutionnellement, on n'a pas les mécanismes fonctionnels pour prendre des décisions aussi importantes que celles dont on aurait besoin. Donc, on a besoin que ces canaux existent, on a besoin qu'il y ait un travail d'acculturation, de formation, de lobbying auprès des institutions pour que ces espaces s'ouvrent et qu'il y ait des espaces d'expérimentation, comme c'est le cas de la Convention citoyenne pour le climat, qui derrière soient pérennisés dans des instances
comme on le souhaite, qui permettent de réinventer notre démocratie, notre République. Mais derrière, c'est absolument inefficace si on n'a pas un moyen de pression extrêmement fort et si on n'a pas une tension dans la société qui fait en sorte que l'opinion contraigne ces processus-là à résulter de décisions qui soient vertueuses pour le plus grand nombre. Et justement, Raquel, tu voulais réagir et je pense que c'est intéressant sur la partie comment est-ce qu'on contraint en fait les pouvoirs publics à prendre les mesures qui se sont engagés à prendre, et notamment si des propositions comme celles dont Mathilde parlait avec Démocratie Ouverte se mettent en place, qu'elles sont publicitées par le plus grand nombre, que le gouvernement nous dit encore oui, on va vous écouter, et qu'on voit concrètement que ça ne se passe pas derrière. Comment nous, en tant que citoyens et citoyennes, on reste vigilant et on se mobilise pour le pousser, parce qu'en plus ces propositions auront la force du consensus. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas elles auront été appuyées par tout le reste de la société, et donc derrière le fait de les pousser pour les mettre en place sera encore plus légitime. Oui, enfin moi c'est vraiment la clé, c'est on l'a beaucoup répété, mais Eliott aussi, c'est le rapport de force en fait, le fait de devoir créer un rapport de force. Et ça, j'ai l'impression que de toute manière c'est d'une évidence quoi, que c'est il ne s'agit pas de cracher sur une action ou une autre, parce que de toute manière, on voit que toutes les grandes luttes, et il y a eu toute une complémentarité de différents types d'actions, de différents types de mobilisations qui ont été mises en place, qui ont contribué à faire monter la sauce face au pouvoir en place. C'était même pas pour demander qu'on conserve des mesures ou qu'on applique des mesures, c'était pour révolutionner complètement l'ordre établi. Et là, de toute manière, j'ai l'impression qu'on n'est pas loin de vouloir révolutionner l'ordre établi. Et que c'est que comme ça en fait qu'on arrivera. C'est pas avec un seul mode d'action, c'est pas uniquement avec des marches, c'est pas uniquement avec des actions de désobéissance civile, c'est pas uniquement avec des initiatives de dialogue avec les institutions. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est que les institutions par elles-mêmes, elles les écoutent pas quand elles n'ont pas intérêt à écouter, et que pour l'instant, de toute manière, l'État, il va falloir le forcer à nous écouter, et il va falloir le forcer à agir pour l'intérêt des citoyennes et des citoyens. C'est déjà le cas. Par exemple, si on prend, juste pour reprendre quelques points, j'ai noté un peu des choses en vrac. Le fait qu'on dise, en fait, la plupart de la population, elle n'est pas sensibilisée à l'auteur du problème, de l'écologie, du changement climatique, de l'urgence de la situation, etc. Et moi, je suis d'accord. Même si c'est faux que l'écologie n'est pas dans les préoccupations majeures des Français, parce qu'elle l'est. Il y a uniquement 15%, il me semble, de la population française qui ne considère pas le changement climatique comme un enjeu de poids. Mais par contre, pourquoi est-ce qu'ils le font pas? En grande partie, c'est parce que le gouvernement décide autrement, décide de mettre les priorités autrement. Parce que la communauté scientifique, elle alerte depuis des décennies de la gravité de la situation, de l'urgence de la situation, et même on voit que Macron, il écoute pas, il part d'écouter les scientifiques là par rapport à la crise du Covid, lui-même il le fait pas quand il s'agit de la communauté scientifique qui lui parle de l'urgence par rapport au changement climatique et de la gravité de la situation, y compris quand c'est des instances que lui-même il a désignées. Il faut pas dire que le Haut Conseil pour le climat, c'est une instance qui a été désignée par le gouvernement lui-même, qui tacle la France par rapport au fait qu'elle ne respecte pas des objectifs en termes de réduction des gaz à effet de serre. Et voilà, c'est ça ce qui peut créer un peu un sentiment d'impuissance, et de là, du coup, l'importance de faire ce travail d'en bas en haut et de mobiliser. Alors nous, la démarche qu'on a, c'est la démarche de mobiliser d'en haut en bas, de fait que tout le monde se l'approprie, et surtout de commencer à agir à petit niveau pour ensuite créer un élan. Pourquoi ça, c'est super important, aussi justement pour ne pas créer ces sentiments d'impuissance ou ces sentiments d'attente qui fait qu'au final on est résigné de voir qu'il y a des initiatives, de voir que le gouvernement en fait oui mais regardez, ils annoncent un truc le matin et puis le soir ils font le contraire, en fait on n'y peut rien faire, ça a toujours été comme ça, on n'y peut rien. Regardez à telle initiative, finalement ils écoutent pas, c'est pour éviter ça. C'est de toute manière en donnant le pouvoir aux gens, c'est même pas en donnant le pouvoir aux gens, mais c'est en leur montrant le pouvoir qu'ils ont. Que ce pouvoir d'agir, de toute manière, il est fort, il est puissant, et que
et que ça évite de rentrer de fait que la population reste dans l'immobilisme ou rentre dans l'immobilisme. Donc c'est ça tout l'enjeu, notamment dans la situation actuelle, puisque là on s'est pris un gros choc. Donc c'est certes c'est un moment dont il faut profiter pour faire en sorte que toute cette colère, que tout ce choc soit canalisé vers quelque chose de plus grand. Et par ça, je suis pas en train de dire c'est que par créant des actions de désobéissance civile, que par la création des villages, des alternatives, que par la création de marches. Enfin, non, c'est pas une de ces actions. Mais ce qui est sûr, c'est que ces changements, il va falloir si on veut des changements radicaux et qu'on veut surtout des changements justes, une société qui soit résiliente, mais qui prenne en compte le plus précaire, qui ne laisse de côté personne, qui soit pas uniquement une société qui protège une petite élite en laissant les autres de côté. Alors oui, il va falloir que la population s'en mêle et il va falloir que, s'il y a des initiatives, bien entendu, des dialogues avec les institutions, etc., d'implication démocratique des citoyens dans les dialogues avec les institutions, c'est pas que ces initiatives, elles ont pas raison, c'est qu'elles seront d'autant plus d'opportunités de réussir si derrière tout ça, il y a toute la masse de la population qui fait pression et qui fait voir au gouvernement en fait qu'il n'a pas le choix. Voilà. Donc juste pour finir, pour pas finir de manière un peu abrupte, c'est pour dire que oui, en effet, là, le travail des différentes organisations, il s'est fait à différents niveaux, mais qu'il est important de se rappeler que c'est pas du travail qui est à négliger dans tous les cas, mais que c'est un travail à faire ensemble et que c'est une stratégie. Il faut toujours avoir en tête que en effet, la stratégie, elle se fera en grand nombre et que on est tous là pour construire ensemble la stratégie qui peut nous mener vers le changement que l'on souhaite. Merci Raquel. Il y a Mathilde qui voudrait réagir et en vous écoutant un peu ce que je me dis, c'est donc il y a l'écueil du fait que voilà il y a un gros moment où on demande des avis, on construit un conseil sur le monde du futur, etc. Mais il peut ne pas être mis en place par le gouvernement, et il peut y avoir des mensonges, et comment on se mobilise pour qu'il soit quand même mis en place. Et aussi là, depuis le début, on se dit voilà, les différentes organisations sont complémentaires, que ça soit sur les mêmes sujets ou que ça soit sur des modes d'action différents. Et je me dis, on a pu entendre aussi beaucoup des gens qui disent, mais on a l'impression que tous ces acteurs de la société civile, ils ne se concertent pas, que ça soit des acteurs sociaux, que ça soit des acteurs écologie, au niveau de l'écologie, ou différents acteurs. Là, on l'a vu dans les tribunes peut-être pas pour la première fois, mais on voit beaucoup plus de tribunes avec plein d'acteurs différents. Est-ce que du coup, pour faire pression, il faudra aussi que dans toutes les mobilisations, en fait, on voit tout le monde. C'est-à-dire, on ne voit pas seulement les écolos marche des écolos. Je cliché au maximum, mais j'en sais rien, les gilets jaunes aux marches des gilets jaunes, etc. Et par exemple, les infirmiers, les médecins et tous les personnels de santé, quand ça les concerne, que ça soit d'ailleurs dans des marches ou que ça soit dans toutes les activités de communication. C'est-à-dire, quand quelque chose est porté par une organisation, si ça défend un peu la vision globale qu'on a, que ça soit aussi porté par toutes les autres. Mathilde, je te laisse répondre à ce qui a été dit et aussi un peu à ce que je viens d'évoquer. Et après, j'essaierai d'aller vers une synthèse. Il y a une question intéressante qui a été remontée par plusieurs personnes dans le chat que je vous poserai enfin. Oui, mais déjà, je veux dire que j'étais super heureuse d'entendre Raquel dire ça, parce que je trouve qu'on a manqué et on manque encore de complémentarité, ne serait-ce que dans le monde écolo, dans nos modes d'action. Et je crois profondément que notre impuissance, elle vient beaucoup de là. On se voit comme des ennemis avec des stratégies différentes au lieu de se voir comme des alliés qui sont capables de pousser au bon moment, au bon endroit. Et donc, je suis en parfaite ligne avec ce que disait Elliot. Un processus démocratique comme la Convention citoyenne pour le climat ne sert à rien, si derrière il n'y a pas une mobilisation, si derrière les citoyens ne le prennent pas. Donc si à la fin du mois de juin, il n'y a pas d'écho parmi les citoyens, il n'y a pas d'écho parmi les organisations, bah oui, ça servira à rien. Enfin, faut se le dire. La vie, en effet, est un rapport de force. Sauf qu'un bon rapport de force, c'est pas que en faisant de la mob sans aucune légitimité, et c'est pas que en faisant des processus démocratiques sans mobilisation derrière. Et c'est là où vraiment je trouve qu'il y a un engrenage à trouver, et je suis ravie d'entendre ce que disait Raquel, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte
que le gouvernement soit obligé d'écouter quelque chose qu'il a lui-même vu comme légitime. Et je pense que sur la Convention citoyenne, on tient quelque chose de cet ordre-là. Il manque la mobilisation, j'espère qu'elle sera au rendez-vous. Et il y a déjà pas mal d'acteurs qui sont prêts et qui souhaitent se mobiliser, qui sont en train de se préparer autour de ça. J'espère que tout le monde sera au rendez-vous parce que c'est un moment clé au vu de la crise aussi pour foutre la pression au gouvernement avec un outil qu'il a lui-même mis en place et qui a une légitimité populaire potentiellement extrêmement forte parce que c'est des citoyens qui n'ont pas de lobby derrière et qui sont représentatifs d'une diversité de la population française. Donc vraiment, je retiens sur ce truc de complémentarité, je suis ravie qu'on arrive à ça. Et je pense que tu as raison sur ta question, Eva, il est aussi temps, mais ça, je pense que ça fait longtemps dans l'interrogat climat et à la base que c'est quelque chose qu'on a compris de sortir du monde purement écolo et que oui, la question climatique et environnementale, elle concerne l'économie, évidemment, elle concerne notre démocratie, évidemment. Enfin, et donc on arrive à trouver des alliances beaucoup plus larges et c'est ça qui est génial, moi je trouve dans Plus Jamais ça, c'est que c'est à la fois syndicats, ONG, écolo. C'est ça qui est génial dans ce qu'on peut lancer nous aujourd'hui, c'est que c'est avec nous les premiers, c'est des acteurs locaux, c'est des acteurs société civile, c'est des acteurs, des élus. Donc c'est une palette avec des gens qui sont des figures, donc aussi qui font peur au pouvoir parce que en ligne de fond il y a aussi 2022. Et je crois, et juste pour finir là-dessus et revenir sur ce que disait tout à l'heure Elliot, dans le scénario où Macron ne prend pas le Grenelle et ne prend pas l'Assemblée citoyenne du futur, qui est quand même encore une fois le scénario le plus probable, je pense que le Conseil national de la transition qu'on mettra nous-mêmes en place, il a pour rôle soit de changer les règles du jeu. Quand je dis changer parce que tout à l'heure Elliot disait finalement c'est des gens qui ne respectent pas notre démocratie, qui ne respectent pas leurs propres paroles. C'est vrai, sauf qu'on a quand même un gros problème, c'est que c'est les gens qui ont été élus. Donc, c'est-à-dire que dans les règles du jeu qu'on a jusqu'ici, tout ça, c'est accepté, c'est eux qui ont la légitimité. Ça nous embête, peut-être, ça nous emmerde profondément, je dirais même. Mais c'est comme ça, et aux yeux des Français, ils sont plus légitimes que nous, même si on peut avoir des actions qu'on considère plus justes. Et donc, si on considère qu'aujourd'hui, Macron est élu, mais que les règles du jeu, en fait, sont plus les bonnes, et ben dans ces cas-là, la solution, c'est de dire on change les règles du jeu. Et les règles du jeu dans une démocratie, c'est la Constitution. Et Elliot, d'ailleurs, parlait de Constitution tout à l'heure. Donc, c'est ce Conseil national de la transition, sa première mission, c'est peut-être d'organiser une constituante dans notre pays. Et donc, de changer les règles du jeu démocratique, puisque ceux qu'on élit, dans les règles du jeu actuelles ne respectent même pas les règles du jeu eux-mêmes. L'autre possibilité, et qui n'est pas forcément incompatible l'une avec l'autre, c'est de prendre le pouvoir. C'est-à-dire que si on considère que c'est des gens qui sont des voleurs, qui sont des menteurs, qui ne font pas ce qu'il faut, eh ben, faut prendre le pouvoir. Et donc, pour ça, il y a des échéances qui sont 2022. Il y a plein de gens qui sont en train de se préparer. Donc, je pense qu'il y a là, et ça crée du rapport de force, évidemment aussi. Le rapport de force n'est pas le même avec Macron. Si vous arrivez en disant, je vous demande, s'il vous plaît, un petit Grenelle gentil, donc vous ferez rien derrière, que si vous dites, je vous demande un Grenelle et si vous le faites pas, je mets moi-même en place une institution qui est capable de créer une troisième voie pour 2022 qui peut vous choper la prochaine présidentielle. Donc évidemment qu'il y a tout ça qui est dans le jeu et que c'est extrêmement compliqué de trouver exactement quelle est la bonne formule, mais je pense que le mot-clé, c'est la complémentarité des modes d'action, en effet le rassemblement à minima sur la question sociale, démocratique et écologique. Merci beaucoup à tous les trois. Là, on va arriver à la fin de cette table ronde débat. Je vais reposer la question qu'on avait posée au tout début à toutes les personnes qui nous regardent. Du coup, et pour voir si en effet, en fait, les positions ont changé sur ça, même si on l'a vu, voilà, il y a toute une nuance à avoir autour de ça. Mais en gros, est-il urgent du coup de se mettre d'accord sur les objectifs ou de nous mobiliser sur des solutions déjà connues? Donc, je vous laisse répondre le temps que je redonne la parole à nos trois invités pour qu'ils nous fassent un petit mot de synthèse dans lequel j'aimerais que vous incluiez cette question qui nous est venue et qui est évidemment une question d'ouverture parce qu'on n'aura pas le temps de la traiter là en 5 minutes et ça fera certainement l'objet d'un autre débat. Mais en gros, on nous a demandé si il y avait évidemment des mouvements similaires qui se mettaient en place dans d'autres pays. Est-ce que ça serait
pertinent de s'en inspirer, de créer ensemble et d'adapter des solutions au niveau local en cherchant des synergies au niveau mondial, que ce soit européen ou entre pays. Voilà, donc comment est-ce qu'on peut, en fait, parce qu'on s'est évidemment beaucoup focalisé sur la France, mais vous l'avez un peu tous et toutes évoqué, il y a cette échelle mondiale qui est super importante. Donc peut-être là, chacun en 1 minute, nous dire une synthèse de ce que vous avez dit et ce que vous portez dans vos organisations. Enfin, quel est pour vous ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on s'est dit et essayer d'ouvrir brièvement, de donner des pistes sur cet aspect mondial. Elliot, si tu veux bien commencer pour le tour de conclusion. Ouais, merci beaucoup. C'était chouette de passer 7h30 ensemble. Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué. C'est quand même ironique que l'économie soit en train de s'effondrer parce que les gens n'achètent que ce dont ils ont besoin. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup fait réfléchir, qu'on nous parle de crise, qu'on nous parle d'extrême gravité pour nos moyens de production, etc. Simplement parce qu'on arrête parce qu'on consomme un peu moins, quoi. Et je pense que ça montre à quel point le chantier de réinvention de nos modes de vie et de nos modes de production va être massif. Au niveau de l'ONG Le Mouvement, on est membre d'un réseau international qui est présent dans 19 pays. C'est assez intéressant de voir les types de mobilisation très différentes, et notamment le gouvernement français a réagi très vite en faisant beaucoup d'annonces très fortes comparé à d'autres pays comme l'Australie, comme la Suisse, comme l'Allemagne, etc., qui ont un peu anesthésié la réaction parce qu'on s'est dit voilà qu'on n'attendait pas ça de leur part. Et puis en fait on s'est rendu compte au fil des jours qu'en fait ces annonces elles ne seraient pas suivies d'effets et que sur tout ce sur quoi on pensait être rassurés, eh bien on se rend compte qu'en fait il y a des combats à mener et là-dessus j'adresse moi un soutien très fort aux responsables syndicaux et syndicales qui font un travail dans toutes les entreprises pour faire en sorte que les mesures économiques soient appliquées, que les primes soient données, que les horaires soient respectés, etc. Parce que le combat va être immense et les nuits vont être très courtes pour ces personnes-là. Et peut-être pour conclure, voilà, moi je pense que on a un moment très très important et que ces moments-là il y en a peu dans l'histoire et on voit par exemple la manière dont ça se cristallise aux États-Unis et avec la détresse qui existe dans la population aux États-Unis avec 22 millions de nouveaux chômeurs et chômeuses, avec des appels qui augmentent parce que eh bien il y a plein de gens qui commencent à boire de la javel parce que ça a été évoqué comme une solution possible par Trump et la situation de désespoir de la population américaine et notamment des progressistes aux États-Unis doit aussi nous alerter et doit aussi nous faire peut-être relativiser. En tout cas, voilà, la situation au niveau mondial est absolument alarmante dans certains pays et nous peut-être que notre enjeu qui est de savoir comment va se passer la relance et avec un horizon un tout petit peu plus long que l'urgence qui est celle qu'on peut observer par exemple aux États-Unis. Voilà, c'est vrai que c'est aussi important d'avoir ça en tête, je pense. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges. Raquel, est-ce que tu peux nous dire le mot de la fin sur voilà ce que tu retiens de ce débat, ce qui te paraît important à mettre en place et comment, en tout cas, on pourrait construire peut-être une piste, un monde d'après à l'échelle du coup mondiale. Merci. Du coup, pour nous, c'est le constat, c'est que de toute manière, cette crise, elle nous a projetés dans une situation, comme disait Elliot au départ, c'est un futur qu'on imaginait lointain et on s'est retrouvé à projeter dessus. Et ça, c'est juste un aperçu de ce qui peut nous attendre très prochainement si on n'agit pas. Donc, et de la gravité de la situation. Donc, ce qu'il faut dire, il faut pas, le moment d'agir, c'est maintenant. C'est le moment d'agir, c'est le moment de continuer les convergences avec les autres luttes entre l'écologie et la justice sociale. C'est pas quelque chose de nouveau, de toute manière. C'est quelque chose qui se fait déjà. Avec Alternativa, de toute manière, NV COP21, nous, ça fait un moment qu'on travaille avec du coup de différents acteurs de la société civile et dans tous les cas il est urgent de continuer ces convergences et il est urgent d'agir tout de suite. Ce qui prouve aussi c'est que
ce gouvernement, pour beaucoup de choses, il prouve qu'on ne peut pas lui faire confiance. Et dans tous les cas, en matière de gestion climatique et de gestion des crises, on ne peut pas vraiment lui faire confiance. Donc, nous, on peut pas attendre et de toute manière, on n'a plus le temps d'attendre. Donc, nous, on compte continuer la mobilisation, de continuer d'inventer de nouvelles formes de mobilisation et bien entendu à élaborer cette stratégie du coup commune pour obtenir des vraies mesures qui soient appliquées rapidement et qui soient à la hauteur des enjeux. Merci Raquel. Mathilde, ton mot de la fin? Oui, bah, si j'en avais qu'un, c'est gâchons pas cette crise, quoi. Et ça veut dire se mobiliser là pour les 20 milliards et pas lâcher l'affaire et foutre la pression autant qu'on peut, parce que c'est un symbole, ces 20 milliards, ils donneront la couleur des autres milliards et centaines de milliards qui vont suivre. Mobilisons-nous sur les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat, puisqu'elle a été installée par le pouvoir, bah, faisons le bras de fer dessus et faisons partir la dynamique des territoires, que ce soit au niveau européen ou que ce soit au niveau français. Depuis l'appel, la lettre ouverte qu'on a lancée, il y a des acteurs en fait internationaux qui ont aussi signé à côté de Piolle, Hidalgo, Dion et compagnie. Il y a des acteurs internationaux qui ont signé, il y a des députés européens, il y a des acteurs comme le C40. Et donc, je pense qu'il y a une dynamique à trouver. Nous, on n'a pas la capacité pour le coup seul de le faire au niveau européen. Donc, s'il y a des acteurs qui sont intéressés pour bosser là-dessus au niveau européen avec nous, on est ravis. On a quelques contacts qui vont de ce sens-là. Mais c'est sûr que ça se jouera aussi là parce que on a beau taper sur Macron énormément, si on regarde, là, je suis en train de regarder en parallèle la couleur des premiers milliards versés par les différents pays, la France fait partie des meilleurs élèves. Et c'est terrible parce qu'elle est très loin du compte. Et du coup, c'est aussi comment est-ce qu'on fait pression à l'international avec nos collègues à l'international pour que la France puisse pas se cacher derrière ses collègues qui font encore pire, qui s'appellent Trump ou autres. Et donc ça, je pense qu'il y a en effet un enjeu important et que pour le coup, il y a un vrai travail à faire qui doit partir des territoires en premier lieu. Et un grand merci à la base pour l'invitation et à Raquel et Elliot. Merci beaucoup à vous trois d'être venus. Là, on regarde un peu si les réponses des gens au sondage qu'on a fait ont changé. Il y a assez peu de changements. On était sur du 42% pour d'abord se mettre d'accord, enfin, pour en tout cas, quel est le plus urgent, se mettre d'accord sur les objectifs. Et 58% pour agir. Je pense que vous avez assez bien mis en valeur pourquoi, parce qu'il y a tout le côté, si on n'agit pas maintenant, en fait, il y a très peu de chances pour qu'on puisse mettre en place ce fameux monde d'après à plus long terme résilient. Donc il y a, on semble plus le côté urgence à agir, mais c'est pas non plus quelque chose de l'écart est pas énorme. C'est-à-dire il n'y a pas 10% de gens qui ont dit il faut pas du tout, enfin il faut réfléchir et le reste agir. Donc ça rejoint, je pense, beaucoup nos échanges sur ça. Merci beaucoup à vous d'être venus pour débattre de tout ça. Il y a deux événements qui vont faire suite à cette table ronde. Un premier que je vous invite du coup à suivre mercredi prochain, organisé par nous aussi pour parler plus de l'imaginaire du monde d'après, c'est-à-dire comment les pouvoirs en place jouent sur le récit et l'imaginaire qui nous donne pour légitimer des relances, etc. Et comment nous, en fait, on peut s'approprier ces outils de récit et d'imaginaire pour donner envie aux gens plutôt d'aller dans ce sens-là et pousser tout ce dont on vient de parler. Et on aura un deuxième le lendemain qui là est plus quelque chose auquel on vous appelle à participer vraiment. Ce sera un forum des organisations. On va inviter plein d'organisations, que ce soit sur le sujet de l'alimentation, de la consommation, de la finance, de l'énergie, du climat, de la santé ou de la solidarité et du social, qui en fait vont vous montrer, vont vous présenter toutes les actions qu'elles mettent en place et sur lesquelles vous pouvez vous engager, que ça soit en tant que bénévole ou que ça soit en tant que suivi d'un projet, mettre de l'argent sur quelque chose. Donc il y a plein de manières de s'engager différentes. Donc pour construire le monde d'après, tout le monde l'a dit très bien ici, il faut s'engager, que ça soit d'une manière qui nous correspond. Donc on vous invite le 7 mai du coup à participer à ce forum que vous pouvez retrouver du coup dans nos événements calendrier. Merci de nous avoir suivis. Je remercie aussi toutes les personnes que vous n'avez pas vues, qui permettent que ce live ait lieu. Donc Franck Calice à la technique, Fanny Mancior aux commentaires et Marion à
à tout le lien avec les intervenants. Merci à eux et évidemment Peyo que vous avez vu, Peyo Lalanne que vous avez vu au début. N'hésitez pas à partager ce live, il est revisionnable. Vous le retrouverez la semaine prochaine sur notre YouTube et je vous souhaite une bonne soirée.